Bonjour, je m'appelle Mathieu et je veux aider les musiciens. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour ce dernier épisode de la saison avec une entrevue que j'ai réalisée avec René-Paul Gauthier. René-Paul Gauthier est une violoniste originaire de la région du Saguenay au Québec. Elle vit maintenant aux États-Unis, à Chicago plus précisément, où elle est très active comme musicienne d'une part, mais aussi d'autre part, et c'est particulièrement pour ceci que je souhaitais la rencontrer, comme animatrice du podcast Mind Over Finger, un podcast pour lequel elle reçoit des musiciens professionnels pour discuter avec eux et avec elles de différents sujets liés au jeu d'instruments, ce qui donne chaque fois des rencontres toujours très inspirantes. René-Paul Gauthier est aussi coach de vie et ça a été un plaisir de discuter avec elle d'applications concrètes de stratégies efficaces pour travailler, mais aussi de pédagogie et de bien-être des musiciens et des musiciennes en général. Voici donc mon entrevue avec René-Paul Gauthier. Bonjour René-Paul Gauthier, merci d'avoir accepté mon invitation à participer à mon podcast de musicien stratégique. C'est très, très apprécié. Merci de me recevoir, c'est vraiment un honneur. J'adore ton podcast et tout ton travail, donc le plaisir est le mien. Bon, merci. Écoute, quand quelqu'un passe de jeune violoniste à Chicoutimi à musicienne et animatrice de podcast à Chicago, je peux pas m'empêcher de lui demander de nous parler de son parcours, s'il te plaît. Oui. Est-ce qu'on a 1 heure ou 2 ou 3? On verra. On fera une édition longue de l'épisode. Oui, c'est ça. Donc, je vais essayer de garder ça bref quand même. Donc, oui, je viens du Saguenay, de Jonquière, et j'ai étudié au Conservatoire de Chicoutimi. Mes parents étaient musiciens et mon père était le violoniste, mais c'était ma maman, la pianiste, qui me faisait pratiquer. Et puis, mes parents étaient les fondateurs de l'atelier de musique de Jonquière. Donc, j'ai vraiment baigné dans une atmosphère musicale dès un très jeune âge. Et vraiment, ce que je me suis rendu compte plus tard, des fois, quand on est dedans, on s'en rend pas compte, mais quelques années plus tard, c'est que, je pratiquais avec ma mère, donc ma pratique était très efficace. Il y avait toujours les éléments qu'on parle là, de la technique délibérée, de la pratique délibérée, donc le feedback constant, comme on dit en bon français. Et les intentions, les directives claires et tout ça très bien organisé. Et aussi, j'avais un professeur qui était Jean-François Rivet, qui encourageait beaucoup l'écoute et l'exploration et la curiosité et qui est tellement un amoureux de la musique qui est capable de communiquer son enthousiasme pour tout ce qui est musical. Donc, je dirais que entre un professeur qui m'encourageait à être très, à l'écoute, et une mère qui était très apte à guider la pratique, à être efficace, j'ai progressé quand même assez rapidement sur l'instrument. Et puis, plus tard, quand j'étais à l'université, je me rendais compte que j'avais 2 modes de pratique. J'avais le mode de pratique où on rentre dans le local, on bouge nos bras un petit peu, puis là, on dit, ça fait 1 heure, j'ai pratiqué 1 heure, on sort. Puis, il y avait le mode de pratique le jour avant le cours, ou la semaine avant l'examen, ou la semaine avant le concours, où là, on se dit, ça presse, faut que le matériel rentre. Et cette sorte de pratique-là était très différente. Donc, j'ai été vraiment chanceuse parce que ça m'avait été appris, ça m'avait été montré quand j'étais petite, comment pratiquer comme ça. Donc, quand j'étais dans un besoin, je savais comment pratiquer pour être hyper efficace. Et on fast forward un petit peu quelques années. J'ai fait mon bac, j'ai fait ma maîtrise. Et ensuite de ça, je suis allée à New World Symphony où j'ai découvert 2 choses. J'ai découvert le yoga. Et j'ai découvert le travail de Don Green et j'ai travaillé avec Don Green aussi. Donc, c'est là que j'ai eu ma première expérience de coaching. Et ces 2 choses-là ont vraiment changé ma vie. Pas sur le coup. C'était pas quelque chose qu'on se dit, là, ma vie prend un nouveau cours. Mais petit à petit, en regardant en arrière, je me rends compte à quel point ça a changé ma vie. Et on continue d'avancer dans le processus où j'ai fait des auditions, j'ai gagné des concours, j'ai commencé à enseigner.
Et puis, je me suis rapidement rendu compte que pour les élèves, ce qui manquait, c'était la connaissance de comment pratiquer. Et tu es peut-être d'accord avec moi, c'est que des fois, quand on enseigne à quelqu'un 1 heure par semaine, on ne peut pas tout montrer. Parce que je me rends compte de plus en plus que la préparation à la performance, moi, je vois ça comme 3 piliers. Il y a la préparation, il y a ce que j'appelle le conditionnement, donc les mock auditions, s'enregistrer, jouer pour d'autres personnes. Et puis, j'ai beaucoup d'outils de visualisation et de channeling que j'appelle où on invoque les émotions qu'on veut ressentir pendant qu'on performe, mais dans la salle de pratique. Ou dans la salle de travail. Je sais que tu n'aimes pas beaucoup le mot pratique, je crois. Ça, on l'accepte très bien. Et ensuite de ça, il y a le mindset, l'état d'esprit quand on pratique. Et puis, pour moi, c'est devenu de plus en plus important. C'était comme une mission où je voulais être capable d'enseigner, mais pas juste comment changer de position. Je voulais être capable d'aider quelqu'un à comment se préparer physiquement, complètement, et mentalement complètement pour une performance, mais il n'y avait pas toujours le temps de faire ça. Je me considérais extrêmement chanceuse d'avoir eu cette expérience-là avec ma mère et puis je ne pourrais jamais la remercier assez de sa patience, de s'être assis avec moi pendant toutes ces heures. C'était pas toujours facile. On sait commencer des fois à travailler avec des jeunes enfants qui ne veulent pas toujours coopérer. Mais je vois maintenant à quel point c'était absolument essentiel. Mais comment donner cette information-là à des élèves à l'université pendant 4 ans avec 1 heure par semaine? Donc, je me suis mis à écrire un blog et j'ai, dans ma tête, développé un processus de pratique que j'appelle le Deep Practice Model. Et puis, c'est là que je me suis dit, il faut absolument que je retourne faire un doctorat, rendre tout ça officiel et cohérent et m'assurer que la science est d'accord avec toutes mes hypothèses. Et en fait, c'est de là que ça a commencé un peu Mind Over Finger. Vraiment, c'était un désir puissant d'aider mes élèves à pratiquer comme il faut parce que ça prend les méthodes de pratique, mais aussi comment on enseigne à quelqu'un à s'écouter. Ou comment on enseigne à quelqu'un à percevoir des mouvements. Ça aussi, c'est une sorte d'apprentissage. Et donc, voilà, j'ai mis tous ces éléments-là ensemble et puis on se retrouve avec Mind Over Finger quelques années plus tard. Et après combien d'épisodes, en fait? On est rendu bientôt le 128. On approche le 130. C'est vraiment impressionnant. Écoute, merci, tu as répondu à mes 3 premières questions de l'entrevue en une seule. Complètement d'accord, évidemment, avec ce que tu dis. La place du parent, ça, il y en a déjà été question dans un épisode précédent. La place du parent est tellement importante et c'est plate pour les parents. On veut pas le mettre encore plus de pression qu'ils en ont déjà. Mais le parent qui est là, il y a souvent, et moi, je le disais sur un épisode, entre autres, où même si le parent est non musicien, tu avais la chance d'avoir une mère musicienne qui pouvait t'aider, qui connaissait déjà comment bien travailler. Même si on n'est pas musicien, le rôle du parent est tellement important aussi pour supporter l'enfant. Et donc, la présence du parent est toujours un élément important dans les recherches pour la persévérance des jeunes. Et l'autre chose aussi, c'est, j'adore évidemment, une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup ton travail, j'adore ton travail, c'est toute la reconnaissance de tout ce qui englobe la partition, la musique, l'instrument, la leçon d'1 heure qu'on a avec notre enseignant qui est extrêmement importante, mais après ça, tout le reste de la semaine, on est tout seul. Avec, t'as dit le mot mindset aussi, l'état d'esprit dans lequel on travaille, notre façon de gérer notre vie en général pour être efficace quand on travaille, tout ça a tellement d'importance. Et comme prof, parfois, on a un pouvoir limité, en fait, là-dessus, parce qu'on a quand même juste nos élèves 1 heure par semaine. Donc, c'est préoccupé de tout ça, de le musicien, la musicienne en tant que personne. Écoute, c'est de la musique à mes oreilles, tout ce que tu dis là. Donc, oui. Écoute, justement, plongeons dans le sujet de ton podcast Mind Over Finger. Donc, tu as réalisé plusieurs entrevues super intéressantes avec des musiciens et des musiciennes de premier plan. Je présume que certaines entrevues ont peut-être été plus marquantes que d'autres. Et j'ai quelques sujets en tête, si tu es d'accord. Oui. Des sujets aussi que j'ai déjà abordés dans des épisodes précédents de mon podcast. Et j'aimerais que tu nous parles un peu des trucs ou des informations que tu as reçues à ce sujet-là de la part de tes invités par rapport à chacun de ces sujets. Ça te va? Oui, tout à fait.
Merveilleux. Premier sujet que j'avais envie d'aborder avec toi, la gestion du temps. Oui, ça c'est absolument important. En fait, je peux pas dire qu'il y a un épisode en particulier qui est marquant pour ce qui est de la gestion du temps, mais c'est un sujet que si je prends... on pense en anglais beaucoup quand on habite aux États-Unis. Si je pense au total de mon œuvre... Oui, l'ensemble. L'ensemble de mon œuvre, oui, c'est ça. La gestion du temps est un sujet qui revient souvent. Puis, ce que je trouve... D'ailleurs, c'est un sujet que je traite beaucoup avec mes clients. Alors, j'ai un programme en ligne qui s'appelle Music Master Experience. Et avant qu'on se mette à parler de pratique de performance, je fais passer les participants à travers 3 trainings. Et le premier est la gestion de la pensée. Donc, comment on aligne nos pensées avec nos sentiments, et tout ça, ça a rapport avec mon propre cheminement comme coach de vie. Mais le deuxième est par rapport à la gestion du temps, la gestion des habitudes, mais vraiment basé sur se connaître soi-même puis savoir qu'est-ce qui fonctionne. Donc, ce que je pourrais dire qui revient le plus avec mes invités, c'est cette notion-là que je crois que un des secrets de leur succès, c'est qu'ils ont trouvé une méthode de gestion du temps qui fonctionne pour eux. Je pense que c'est vraiment ça le secret finalement, c'est d'essayer toutes sortes de choses et de trouver un processus qui fonctionne. Pour moi, j'aime beaucoup le framework de Gretchen Rubin, qui est une auteure américaine, et elle a 4 types de personnalités. Moi, je suis ce qu'elle appelle un obliger. Je ne sais pas c'est quoi l'équivalent en français, malheureusement, mais je suis quelqu'un qui a besoin de rendre des comptes, finalement, l'accountability. Donc, si je dois être à une répétition, je suis à l'heure. Si je dois parler avec quelqu'un pour un podcast, je suis à l'heure. Mais si j'ai des... Je le confirme. Oui. Mais si j'ai des projets personnels, c'est possible que ça arrive ou c'est possible que ça arrive pas. Donc, je me suis rendu compte très tôt que quand j'ai un projet personnel qui me tient à cœur, j'ai tendance à engager un coach ou demander à une amie de m'aider ou je vais l'annoncer publiquement, je sors un podcast. Donc, ça se passe. Et c'est un peu la même chose, je crois, pour la gestion du temps. Moi, j'aime avoir un calendrier Google très précis, bien coloré, très détaillé. Puis pour quelqu'un d'autre, ça serait mortel. Donc, je pense que ça serait ça pour répondre à ta question. Vraiment trouver un processus qui fonctionne pour soi-même. Et oui, justement. Donc, qui fonctionne pour soi-même et pas nécessairement, même malgré ce qu'on fait quand on va voir chez les grands musiciens. Si on entend quelqu'un qui dit quelque chose sur sa gestion du temps, ça veut pas dire qu'on doit copier-coller ce que la personne nous dit. Cette personne-là, souvent, a trouvé, comme tu le dis si bien, ce qui fonctionnait pour elle en fonction de ses propres... toute l'histoire des rythmes circadiens. Il y a toute une science derrière ça. Des larks ou des owls aussi, dont on parle en anglais, des gens qui sont plus matin ou soirée. Et donc, voilà, il faut trouver ce qui fonctionne pour nous. Deuxième sujet, je voulais voir avec toi, la planification de la pratique, le menu de la pratique. Technique et vieilles pièces, anciennes pièces, lecture à vue et tout ça. Oui, OK. Encore une fois, malheureusement, il n'y a pas vraiment d'épisode spécifique qui me vient en tête, mais c'est la même chose, en fait. Une des choses qui me frappe le plus, le plus d'expérience que j'ai et aussi pour moi, quelque chose que je discutais avec toi avant qu'on commence à enregistrer, c'est que je fais un cheminement en tant que coach de vie et je me rends compte que avoir une grande confiance en notre propre sagesse, ça aide énormément. Donc, on n'a pas toujours besoin, comme tu disais tantôt, de regarder ce que les autres font. Et on peut s'inspirer de ce qu'ils font, mais on n'est pas obligé de copier-coller, comme tu disais. Alors, pour ce qui est de la gestion de pratique, moi-même, en fait, je devrais dire, c'est pas vrai, j'ai des épisodes là-dessus. J'ai 4 épisodes solo. C'est drôle parce qu'on parlait de mes invités, mais les 4 épisodes que j'ai sur la pratique, c'est ce qui aurait dû me venir en tête. Des fois, on s'oublie soi-même. Mais j'ai 4 épisodes sur la préparation de la pratique, 4 épisodes solo. Et
où je parle d'un processus de pratique modulaire. Je ne sais pas si c'est un mot en français. On peut dire, oui. Donc, d'identifier quels sont nos buts, qu'est-ce qu'on veut accomplir, et qu'est-ce qui peut nous aider à accomplir ça, et ensuite d'organiser ça d'une façon qui fonctionne avec qui on est. Fait qu'encore une fois, c'est l'être humain qui pratique, dans le fond. Donc, il faut respecter l'être humain. Donc, en fait, je pourrais dire que ça serait ces 4 épisodes-là pour ce qui est de la gestion de comment organiser la pratique. Mais ce que je dirais à ton public, c'est de penser à quels sont les buts, justement, et d'y aller avec notre sagesse personnelle. On peut se donner un peu de crédit, dans le fond, et puis on peut se donner le droit d'explorer. Si j'essaye ça aujourd'hui, cet horaire-là, comment ça fonctionnerait? Donc, on peut s'inspirer de ce qui est out there, mais on peut aussi créer notre propre mode de fonctionnement, si je peux dire. Mm-hmm. Faut accepter, ou je dirais, c'est à mon tour de sortir des anglicismes, faut embrasser l'expérimentation, par contre. Oui. Il faut accepter, sortir un peu de la routine de pratique dans laquelle on tombe parfois et essayer différentes choses. Et oui, peut-être, malheureusement, ça se peut qu'il y ait des journées qui soient catastrophiques à cause de nos expérimentations. Oui. Mais le fait de l'avoir essayé, de l'avoir fait, d'avoir vu les résultats, peut-être qu'après une journée catastrophique va suivre une journée où on va avoir une grosse remise en question, une belle réalisation. Donc, tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait. Là-dessus. Tout à fait. Ça, c'est un sujet, moi, qui me tient beaucoup à cœur, je dirais, à titre de musicien, aussi de chercheur, la place ou l'importance du travail de la technique dans le cheminement. Quelle place on doit donner à cette bibite-là? Et ça, j'ai vu de tout, dans tout ce que j'ai vu comme recherche là-dessus, de ton côté, toi avec tes invités, mettons, ou toi-même, évidemment. Moi, je trouve que c'est hyper important, la technique. On ne peut pas passer par-dessus, parce que c'est ce qui nous donne, c'est l'alphabet, finalement. Quand on maîtrise l'alphabet, on peut écrire des romans. On devient Jules Verne. Mais ça va au-delà d'apprendre l'alphabet aussi, c'est maîtriser le langage, maîtriser la prose, tout ça. Donc, et quelqu'un comme Jules Verne n'est pas devenu Jules Verne du jour au lendemain. Ça a été un travail de tous les jours, une réflexion, acquérir des connaissances, acquérir de l'expérience de vie. Mais la technique, on ne peut pas passer par-dessus. C'est ce qui nous donne nos ailes, finalement, quand on joue. C'est ce qui nous permet d'exécuter notre vision artistique, finalement, ce qu'on entend dans notre tête, dans notre imagination. On doit être capable de l'exécuter sans trop penser. D'ailleurs, c'est un sujet que tu couvres toi-même dans les épisodes aussi, la mémoire motrice, l'habilité de lire, de voir des notes sur une partition et de les exécuter sans trop de problèmes. Donc, absolument essentiel. Mais c'est sûr que ça finit pas là. Et pour ça prend une grande ouverture d'esprit. En fait, c'est la même chose pour un plan de pratique ou un réchauffement. Je trouve que des fois, les gens utilisent le fait que ça fonctionne pas pour eux comme une excuse pour pas le faire. Alors ça marche pas, donc je me réchauffe pas. Mais c'est jamais une excuse. Si quelque chose fonctionne pas, on peut se dire, bon, alors s'il y avait quelque chose qui fonctionnerait, qu'est-ce que ça serait? Essayons de le trouver. Et c'est un peu la même chose pour la technique. Puis la deuxième chose, c'est, oui, la recherche, mais aussi la patience. C'est que ça prend du temps pour acquérir de la patience. En fait, tu saurais peut-être même plus que moi, c'est le pourcentage d'acquisition d'habileté, c'est quoi? Je crois que ça peut pas être plus que 2 ou 3 % à la fois, si je me trompe. C'est ça? Je vais couper ce bout-là au montage. Non, je le couperai pas. Non, ça me dit rien. Ce que j'ai vu récemment, je dirais, dans un autre podcast dont on parlait justement avant l'entrevue, le Huberman Lab, quelque chose qu'il faut que j'aille creuser un peu plus, c'est que, bon, on aurait un pourcentage idéal d'erreur. J'ai tout le temps parlé de pourcentage d'essais réussis. Mm-hmm. Un pourcentage idéal d'erreur d'à peu près 15 % qui ferait en sorte que, bon, quand on répète quelque chose, si on a un 15 % d'erreur dans nos répétitions, ça veut dire
dire qu'on est juste à la bonne limite de nos capacités et du défi que ça représente et tout ça. Là. Donc, c'est pour le 2 ou 3%, je serais heureux de creuser ce que tu me dis là, mais ça me dit absolument rien, malheureusement. Oui. Mais pour l'acquisition de la technique, donc c'est ça prend la patience et ça prend aussi un désir de trouver soi-même parce qu'un professeur peut nous montrer un mouvement, il peut décrire le mouvement en détail, nous faire écouter des enregistrements, nous faire regarder des vidéos, mais l'exécuter nous-mêmes, c'est une autre paire de manches. Faut pas abandonner, faut chercher, on peut essayer de copier, mais notre mouvement va être un peu différent. Puis évidemment, on est les seuls qui sont aware, j'oublie toujours le mot en français pour aware. Conscient. On est les seuls capables de faire l'expérience de notre expérience. On est les seuls qui sommes conscients de ce qu'on ressent physiquement. Donc c'est très important de rechercher cette information-là, ça ressemble à quoi quand moi je la fais. Il faut se donner du temps. Quelque chose qui est à l'intérieur de nos capacités, on va être capable de le maîtriser rapidement, mais quelque chose qui est encore pas accumulé, ça prend du temps. Il faut se donner des semaines, des mois, peut-être même des années. Et puis l'autre chose, c'est de développer les 3 mindsets que j'enseigne beaucoup dans le Music Mastery Experience et le Deep Practice Model. Donc, il y a la pleine conscience, comment s'écouter. Mais il y a aussi le concept de beginner's mind, dont le mindset du débutant, en bon français, de conserver les... là, je pense beaucoup en anglais quand je parle de mon propre travail, mais c'est de porter attention à la base, les fondaments, Fondamentaux, oui. Les choses fondamentales, la posture, mais aussi de rester curieux, de rester patient. Et puis, l'autre, c'est problem-solving mindset. Donc, comment on trouve les solutions pour nous-mêmes. Fait que la technique, c'est pas juste de rentrer, puis tu vas être d'accord avec moi, je suis certaine, c'est pas juste de rentrer dans le local et de faire des gammes et des doubles cordes et des exercices. C'est de se dire, bon, une gamme, ça ressemble à quoi aujourd'hui? Comment je peux l'améliorer? Ce changement de position-là, comment je l'exécute? Comment je le ressens? Donc, c'est beaucoup de questionnements et de respect de soi et de patience. Et j'espère que j'ai répondu à ta question à quelque part. Oui, je pense que ça illustre bien aussi que c'est un très grand sujet, tout ça, qui englobe beaucoup de choses, en fait. Allons à un autre sujet qui sera aussi très englobant, je pense, le développement d'une identité artistique. Ah oui, écoute, ça j'ai un bon épisode pour ça. C'est un de mes préférés. Avec Milan Milicevic, qui est le premier altiste au Metropolitan Opera à New York, mais qui est aussi un gradué de l'Université de Montréal, qui était un étudiant de... pendant qu'il était là-bas, il était violoniste, mais il a aussi pris des cours d'alto avec Jutta Puchhammer. Et pendant l'épisode, il parle beaucoup de un breakthrough, encore une fois, un anglicisme, qu'il a eu alors qu'il étudiait avec elle et qu'elle voulait absolument qu'il trouve son identité artistique. Et puis, ça, c'est un épisode que je recommande fortement pour ceux qui écoutent, qui comprennent bien l'anglais, mais absolument fascinant. Donc, cette identité artistique-là, et puis j'aimerais aussi savoir ce que tu en penses, mais je crois que ça commence avec s'accepter où on est en ce moment, la personne qu'on est en ce moment, avec l'expérience qu'on a, d'être curieux, de chercher, de se donner la permission de faire des milliers d'erreurs, d'être 100% convaincu de l'interprétation qu'on a aujourd'hui pour tel passage, en sachant très bien que dans une semaine, dans un mois, ça peut être complètement différent, mais d'y aller avec toute la conviction sur le moment. Donc voilà, je pense que se trouver artistiquement, il n'y a pas de point d'arrivée. Et c'est ce que je dirais. Ça serait vraiment de s'accepter. En anglais, on dit « meet yourself where you are ». D'accepter où on est en ce moment, de chercher, d'expérimenter, de se donner la permission, comme je disais, de faire plein d'erreurs et de continuer d'acquérir beaucoup
de savoir, de connaissances, évidemment, et aussi d'expérience. Donc, la nourriture, la littérature, les films, les marches en nature, tout ça contribue à se trouver artistiquement. La vie en dehors du studio, finalement. Oui, tout à fait. Oui. Merci. Puis je dis entre parenthèses que je vais mettre lorsque tu mentionneras des épisodes précis, finalement, dans tes réponses, je vais m'assurer de mettre le lien dans les notes de mon podcast pour que les gens puissent le retrouver. Autre sujet léger, on continue dans les sujets légers, l'anxiété de performance. L'anxiété de performance, la préparation mentale aux prestations. Évidemment, de savoir que tu as travaillé avec Don Green me rend un peu jaloux, qui est un peu une sommité vraiment dans tout ce qui est préparation mentale pour les musiciens. Peut-être avec lui ou peut-être finalement avec les invités de ton podcast, ce sujet-là, qu'est-ce que ça t'évoque? Oh, qu'est-ce que ça m'évoque pas? Ça serait une question plus juste. Je trouve que ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir l'entraînement que j'ai eu à ce genre de préparation-là pour l'anxiété de performance de ma mère, sans le savoir. Donc, je lui suis extrêmement reconnaissante de toute cette expérience-là qu'elle avait et qu'elle m'a transmise et qui m'a permis de cultiver ma force intérieure et aussi de bien me préparer. Donc, c'était les deux, la préparation, mais dès mon plus jeune âge, ma mère parlait beaucoup de cette force mentale-là, de visualisation. Elle était très ouverte à toutes ces techniques-là. Elle l'est encore d'ailleurs, toujours ouverte à d'autres connaissances. Mais elle m'a initiée quand même assez jeune à être ouverte au fait que de jouer en concert, c'est plus que de juste savoir ses notes. C'est aussi de se préparer mentalement, de bien dormir. Je sais que pour moi, quand j'étais petite, c'était important de bien dormir et de bien manger et de conserver son énergie mentale et physique les jours de gros concerts ou de concours. Donc, tout ça, c'est des choses qu'elle m'a inculqué assez jeune. Et puis, le travail avec Don Green, c'était très intéressant. Son livre « Performance Success », je trouve, est un immanquable pour les musiciens. Je crois que tous les musiciens devraient avoir ce livre-là. Il y a d'autres très bons ouvrages, d'ailleurs, je peux en voir ici et je partage toutes sortes de trucs avec mes clients toujours, mais ça a beaucoup à voir avec le mélange préparation. Oui, il faut être prêt, mais le mindset, l'approche, les pensées. Maintenant, comme j'ai partagé avec toi, je suis coach de vie, donc vraiment d'aligner les pensées avec les sentiments et les actions qu'on prend qui viennent finalement de ces sentiments-là qu'on a. Tout ça, ça s'aligne pour créer une performance optimale. Je suis quelqu'un qui croit beaucoup en la visualisation et évidemment, on apprend à performer en jouant en concert. Donc, si vous pouvez jouer partout, jouer tout le temps, jouer pour tout le monde. Mais il y a aussi des choses qu'il faut garder en tête, c'est de ne pas non plus créer des micro-traumas en se mettant dans des circonstances qui peuvent être, je ne sais pas si detrimental est un mot en français? Oui, nuisible, on pourrait dire. Oui, nuisible, tout à fait. Parce qu'il y a certaines circonstances où, si on n'est pas prêt, où on joue pour des personnes qui nous intimident un peu trop, on peut créer une situation où là, on crée un micro-trauma qui va nous affecter négativement en performance. Donc, c'est de gérer un peu tout ça, cette préparation-là. Mais la préparation mentale est extrêmement importante. Gérer nos pensées, extrêmement important. Et jouer en concert. Ma mère me faisait jouer en concert beaucoup quand j'étais petite. Donc, finalement, on peut dire que sans ma mère, je ne serais pas la musicienne que je suis en ce moment. Ça, je pense que c'est clair. Ce sera un épisode hommage à maman. Donc, oui, c'est ça. Hommage à Pauline. Ben oui. Écoute, ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi pour la question de la préparation. C'est vrai aussi que
en se donnant quand même des conditions pour que ce soit une expérience positive. Jouer devant le monde reste la meilleure forme de préparation pour la prestation suivante. Oui. Puis ça, je me souviens, j'espère que je vais me souvenir qui m'avait dit ça. J'avais tellement ri. Un prof qui m'avait dit, on n'apprend pas à nager couché sous la table de cuisine. Dans le sens que il faut aller dans l'eau pour ça. Là. Et c'était le parallèle qu'il faisait justement pour l'idée de, tu sais, on peut se préparer extrêmement bien, de façon très structurée, détaillée, mais à aller sur scène. Mais une fois qu'on est sur scène, c'est là que le vrai travail commence. Tout à fait, oui. Donc, tout à fait d'accord. Oui. Là, on va aller peut-être un peu plus dans le day-to-day, le travail quotidien vraiment du musicien. Sur le début du travail d'une pièce, quand on ouvre la partition, qu'on commence, là, qu'est-ce que tu auras à dire là-dessus par rapport à soit ton vécu, soit tes invités, évidemment? Oui, bien, j'ai un cours de 3 mois sur le sujet, donc... Mais si je suis pour donner là, des trucs là, hyper applicables là, dès l'instant, moi, je dirais premièrement, on est en 2022, pourquoi ne pas prendre avantage du fait qu'on peut écouter et regarder les performances? Puis ça, je dis pas écouter pour l'imiter, non, mais ça donne... L'apprentissage commence quand on se met la toune dans l'oreille, en bon français, quand on l'entend bien. Donc, je dirais de vraiment commencer à l'écouter. Et ensuite de ça, le processus que j'utilise beaucoup avec mes clients et mes élèves, c'est aussi de s'assurer qu'on a une connaissance intellectuelle de la pièce, mais pas nécessairement qu'est-ce que je dois savoir, mais aussi qu'est-ce que je vois. De prendre note des choses qu'on connaît avec, encore une fois, on se rencontre où on est. Donc, Renée Paul, en ce moment, avec la connaissance qu'elle a, quand elle regarde la partition ou si je la lis tranquillement, je remarque certaines choses. Quelles sont ces choses-là? Bon, une gamme de sol majeur. Tel doigté pourrait peut-être bien fonctionner pour ça. T'sais, alors, c'est de commencer à prendre des décisions préalables dès les premières approches, peut-être en lecture de l'œuvre, de remarquer qu'est-ce qui est là. Bon, des octaves, des arpèges, tel pattern, tel rythme, et de commencer à prendre des décisions artistiques et techniques. Et ensuite de ça, ce que j'aime bien faire, c'est un système qui est très scientifique d'identifier des passages rouges, jaunes ou verts. Donc, les passages rouges, on comprend que c'est ceux qu'on va peut-être... je les compare à, peut-être qu'on a une tante qui est malade et puis on doit la visiter à chaque jour pour lui apporter un peu de soupe ou des médicaments ou juste lui lire un livre ou lui rendre compagnie. Donc, il y a certains passages qu'on va les reviser très souvent. Ça va prendre beaucoup de visites pour être familier avec eux autres. Donc, ça, c'est mes passages rouges. Mes passages jaunes, c'est ceux que je me dis, bon, ça, un peu de travail, on va trouver un bon coup d'archet, un bon doigté, on va travailler un peu, mais ça va être correct avec une petite visite de temps en temps. Puis les passages verts, ben là, on se dit, ça va bien. Donc, évidemment, on élève le tout à un niveau aussi haut qu'on peut, mais c'est de prioriser dès le départ, d'identifier tel passage rouge me donne du trouble parce que c'est des octaves doigtées. Donc, peut-être que dans mon réchauffement, je pourrais inclure des exercices d'octaves doigtées. Et ensuite de ça, de pratiquer avec tous les bons trucs qu'on connaît, que tu partages dans ton podcast. Mais d'y aller avec patience. Quelque chose que tu partages dans un épisode... J'oublie le numéro, mais toi, tu vas en souvenir. Mais je suis absolument d'accord avec toi. C'est l'importance du sommeil. Je dis toujours 6 heures n'est pas 6 heures. Donc, pratiquer 6 heures samedi ne va pas donner le même résultat dimanche que si on a pratiqué 1 heure par jour depuis le lundi précédent. Donc, 1 heure par jour pendant 6 jours n'est pas la même chose que 6 heures. Donc, de se donner vraiment le temps d'oublier. Je dis toujours à mes clients, quand vous arrivez dans le local de pratique puis vous avez oublié tout ce que vous avez fait la veille, là, on célèbre. On se dit, la première étape est faite. Maintenant, on réapprend, on réenforcit tout, on ancre le savoir avec la deuxième étape qui est le deuxième apprentissage. Puis le 3e jour, on a oublié
le 3/4. Et là, on célèbre parce qu'on est rendu à la 3e étape du processus. Et voilà. Alors, moi, je dirais prioriser et vraiment se donner beaucoup de temps, donner beaucoup de patience. Vraiment intéressant. Puis j'adore. Écoute, tes 3 couleurs sont juste originales. C'est drôle, je fais un lien avec un épisode d'un autre podcast que Bulletproof Musician que tu connais certainement. Une chercheuse qui s'appelle Adina Mornell qui fait un travail extraordinaire sur tout ce qui est apprentissage moteur. Et dans un épisode récemment que je vais m'assurer de publier sur mes réseaux sociaux de mon côté, elle parlait de faire attention finalement au terme passage difficile dans notre enseignement, d'éviter ça. Et j'adore la métaphore de ta tante. J'espère que ta tante va aller mieux bientôt. Mais j'espère qu'il n'y en a pas de malade. Oui, c'est ça. Faudra que Pauline appelle ses sœurs. Oui, c'est ça. En fait, c'est drôle parce que ta façon de l'expliquer me fait penser à peut-être des passages à traiter aux petits soins. J'aime l'idée de revisiter tous les jours. Il y a des passages qu'on va pouvoir laisser dormir une journée ou deux. Il y a des passages qu'on pourra pas, par contre. On va falloir leur rendre visite à tous les jours. J'adore la métaphore, vraiment. Oui. Peut-être, là, tu l'as touché un petit peu, pour la mémorisation d'une pièce. Oui, bien, dans le processus d'apprentissage que j'enseigne, qui est le Deep Practice Model, qui est le modèle que j'ai développé à la suite de beaucoup d'expériences moi-même et d'identifier quelles sont les étapes que j'utilise dans mon travail, essayer de synthétiser ça pour que des élèves soient capables de l'apprendre assez rapidement et qu'ensuite, j'ai recherché beaucoup quand j'ai fait mon doctorat pour m'assurer que tout ça n'était pas juste un fragment de mon imagination. J'inclus la mémorisation comme étant un élément crucial de l'apprentissage. Et ça, pour 2 choses, les choses qu'on joue par cœur et les choses qu'on joue pas par cœur. Donc, évidemment, si on est un professionnel, on joue un programme différent chaque semaine. Je veux pas dire qu'il faut mémoriser toutes les notes qu'on joue dans notre vie. C'est pas ça que je dis. Mais si on est un élève qui doit jouer un concert par cœur ou un professionnel, moi, je crois que la mémorisation doit pas nécessairement être un résidu de pratique. Je crois qu'il faut faire ça de façon intentionnelle dès le départ. Donc, pour te donner le processus gratuitement, on commence par un fragment. Ce que j'appelle le map, on le regarde un peu comme une carte. C'est un peu comme de la cartographie. Bon, ici, on a une gamme. On va en 3e position. Puis, après, il y a un demi-ton. OK, oui, parfait. OK. On identifie des patterns. Puis là, ensuite, on le pratique, ce petit passage-là, de peut-être 1 mesure ou 2 mesures. Puis je dis toujours qu'il faut que ça soit, en français, en anglais, on dit bite-size chunks. Donc, quelque chose que on peut mâcher et avaler relativement facilement. Parce que si c'est trop gros, on s'étouffe. Donc, on veut pas s'étouffer. On le regarde, on fait un peu de cartographie, on identifie. Tu sais, c'est un peu comme aller dans une ville où on n'est jamais allé, puis on dit, mon hôtel est là, la place des congrès est là, j'ai besoin d'essence, c'est ici, puis le guichet pour mon cash, il est là. Donc, OK, là, je me suis située, puis mon café, je vais aller le chercher là. C'est un peu la même chose. J'attendais que tu parles du café. C'est important. Il faut situer le café. Oui, toujours. Et puis, ensuite de ça, on pratique avec tous les trucs que tu connais. Mais la mémorisation est une intention qu'on a dès le départ. Donc, quand on regarde la partition, moi, je devrais dire ma cartographie, je ne sais même pas si c'est le terme, je viens juste de le trouver parce que dans le fond, je parle toujours de mapping. Pour moi, je le fais beaucoup en jouant. Ça me permet de voir les mouvements puis d'entendre bien. Puis donc, je regarde avec mes yeux, mais en fait, je joue beaucoup pour identifier tous ces éléments-là. Ensuite, on pratique. Puis ça ne veut pas dire qu'à la fin de la pratique, le passage va être appris, mémorisé pour toujours. Des fois, il faut revenir. Mais la mémorisation fait partie de l'intention qu'on a quand on le pratique, de mémoriser tant qu'on peut de ça. Donc, la partie où on pose et on regarde, on identifie les éléments,
déjà là, ça commence le processus de mémorisation. Donc, la mémorisation, au lieu d'être, comme je disais tantôt, un résidu de la pratique, on l'apprend par cœur parce qu'on n'a pas le choix, on l'a tellement joué. C'est le contraire. La mémorisation va devenir un support extraordinaire dans l'apprentissage physique. Et ça, pour moi, ça change tout. Je vais revenir à l'exemple que je disais, un musicien professionnel qui a un programme d'orchestre différent chaque semaine. On ne peut pas apprendre toutes les symphonies. Mais quand on fait notre petite lecture à vue puis qu'on trouve nos passages rouges, celui-là qu'on se dit, bon, ça, c'était épeurant. Et puis, en répétition, je vais peut-être être obligée de regarder le chef. Il va peut-être avoir quelqu'un à côté de moi qui bouge, qui me distrait. J'aurais peut-être pas assez de place. Ça serait peut-être un bon passage à mémoriser, celui-là. Donc, on peut se dire, oui, 3, 4, 5 lignes, je peux en mémoriser. Et quand on y va avec cette approche-là, je l'apprends physiquement beaucoup plus vite. Parce que là, j'ai vraiment aligné, mind over finger. Je ne sais pas c'est quoi l'équivalent en français, mais c'est vraiment d'avoir l'information avant de juste se pitcher à l'eau, finalement. Donc, en tout cas, j'espère que je suis assez claire, mais c'est que pour moi, la mémorisation fait partie de l'apprentissage dès le départ. Et ensuite, l'autre avantage, c'est que ça prévient ce que tu discutes dans beaucoup de tes épisodes, les erreurs, les mauvaises répétitions. Je dis toujours aux clients que chaque répétition devrait amener 2 choses. Un peu de progrès ou plus d'informations. Donc, on joue, on peut notice, on peut remarquer un progrès ou on prend note d'un petit morceau d'information. Des fois, c'est au niveau du subconscient, mais bon, on se connaît. Et puis, donc voilà. Fait que pour moi, la mémorisation commence dès le départ. Et puis, évidemment, ça s'ancre au fur et à mesure qu'on devient de plus en plus confortable avec la pièce. Mais je pense que de déjà commencer avec ça, les gens vont voir une grosse différence sur la rapidité avec laquelle ils apprennent une pièce. Surtout pas y aller finalement par essai-erreur, par simple accumulation, ou ce qu'il appelle justement par rote memorization en anglais, justement, là, que ce soit juste on le fait. Puis comme tu disais, tu parlais de résidus, on pourrait dire que la mémorisation, éviter que ce soit la conséquence de la répétition, mais que ce soit plutôt l'objectif. Oui, tout à fait. De base. Mais je faisais faire un exercice à mes élèves à l'université. Je leur donnais chacun 4 mesures d'une œuvre. Je choisissais une œuvre pour flûte, donc je me disais, il y a moins de chances qu'ils connaissent une œuvre pour flûte qu'une œuvre pour violon. Je leur assignais chacun 4 mesures. Je les envoyais s'asseoir à un pupitre avec un crayon, pas de violon. Et je leur donnais, 7, 8 minutes. Pas très long parce que on veut pas non plus que ça soit trop long. Des fois, quand on se donne trop de temps, on prend tout le temps puis on n'accomplit pas autant. Il faut aussi pas se donner pas assez de temps, mais il faut se donner juste assez de temps. Donc, j'essayais de trouver juste assez de temps. Et je leur disais, OK, faites votre mapping, votre cartographie. Pratiquez-le dans votre tête, donc la pratique mentale. Fait que cartographie, pratique mentale. Et dans 10 minutes, on se met en ligne et vous jouez vos 4 mesures par cœur. Donc, la première fois qu'ils jouaient le 4 mesures, c'était par cœur, sans l'avoir jamais joué sur l'instrument devant la classe. Et puis, ça fonctionnait à chaque fois. Évidemment, je choisissais quand même un répertoire que je pensais que chacun était capable de maîtriser en dedans de quelques minutes. Mais c'est vraiment extraordinaire. En fait, je donnerais un défi aux auditeurs d'essayer cet exercice-là à la maison. De prendre un petit morceau de musique, 2, 3 mesures, et de voir si, en le regardant, en identifiant qu'est-ce qu'ils ont devant eux. Bon, OK, ça commence avec un arpège et une gamme qui descend, puis là, on a un arpège brisé qui remonte, et puis on finit sur l'accord de tonique. Ensuite, on le pratique mentalement, on s'imagine en train de le jouer, puis attraper l'instrument, puis essayer de voir si vous pouvez le jouer par cœur. Je pense qu'il y en a qui seraient agréablement surpris de ce qu'ils découvriraient à la suite de cet exercice-là. Complètement d'accord. Je pense qu'on a souvent tendance à sous-estimer
ce qu'on appelle les stratégies non instrumentales, là, les stratégies en dehors de l'instrument, la puissance de ça. Puis de ce que j'ai vu, les quelques recherches que j'ai vues qui ont porté là-dessus, le résultat était presque tout le temps le même, c'est que ça prend moins de répétitions physiques à l'instrument ensuite pour apprendre un passage quand on a fait ce genre de travail-là avant. Oui. Fait qu'on a moins besoin de répéter les mouvements. Il y a une partie... j'ai toujours dit à mes étudiants de mon côté, c'est difficile à... J'ai pas encore trouvé la bonne façon. J'essaie, je vais l'enregistrer pour tout le monde, même, là, malheureusement. C'est un peu stupide de demander à nos doigts d'apprendre des notes. Oui. Les doigts vont apprendre les mouvements, mais les notes qui doivent être jouées, les mouvements, c'est pas à nos doigts de l'apprendre. Il faut que ce soit le cerveau qui l'apprenne ensuite, puis il transmet les doigts. Parfois, les musiciens ont tendance à aller directement dans les doigts. Fait que on regarde la partition, on voit un symbole sur la partition, ça se transforme en mouvement musculaire sans que ça passe par l'oreille interne, sans que ça passe par la conceptualisation personnelle. Donc, quand j'écoute ton podcast, je me dis, des fois, on a le même cerveau, mais on utilise des mots différents. Mais oui, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'on bypass the brain filter. Et puis, c'est ça que Mind Over Finger veut changer, en fait. Mais le but ultime, c'est de faire ce processus-là pour qu'en performance, on n'a pas besoin de penser à tout ça. Puis ça, je sais que tu le sais, je te dis des choses que tu enseignes toi-même. Donc, je sais que moi, je t'apprends rien, mais en fait, même si je pouvais partager un petit truc avec toi que j'ai découvert il y a plusieurs mois, qui est absolument, pour utiliser les mots d'une cliente à moi, magique. Et ça vient de Andrew Huberman, qui était une étude qui est sortie en juin, puis il a fait un épisode là-dessus cet été. Je crois que c'était épisode 8 de son podcast, mais il faudrait que j'aille revérifier. C'est au tout début de l'épisode. Et il parle du micro-repos. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, c'est très simple. Et c'est une étude qui a été faite avec des gens, les deux en utilisant un clavier et des séquences sur un clavier et aussi sur un piano, donc sur des musiciens et des non-musiciens. C'est que le cerveau, apparemment, répète, si on a pratiqué un passage quelques fois, le cerveau est capable de le répéter 20 fois plus vite. Donc, si dans le même temps que ça nous prend pour le jouer 5 fois, le cerveau peut le faire 100 fois. Donc, on pratique un passage, on le répète pendant 10 secondes, 15 secondes, où on fait un certain nombre de répétitions, 7 à 8 fois. Et ensuite, on fait un micro-repos pendant 10 secondes où on peut fermer les yeux, on ne regarde pas le téléphone, on n'essaye pas de penser, on n'essaye pas de réfléchir. C'est vraiment, pendant 10 secondes, on respire, on ferme les yeux, on se repose et on laisse la chance au cerveau de faire le processus de ce qu'il vient d'absorber. Et là, on rejoue le passage. Et on répète ça plusieurs fois. Ou on répète le passage qu'on pratique quelques fois. On prend un micro-repos de 10 secondes. Et c'est un micro-repos sans stimulation. Encore, je le répète parce que c'est important, c'est qu'on n'essaie pas de décrire un doigté ou de penser à une stratégie. C'est vraiment, on décroche pendant 10 secondes. Ni pas 10 secondes de Twitter non plus pendant ce temps-là. Là. Donc, ouais, on reste dans ce qu'on fait. Absolument. Et puis, je trouve ça, c'est extraordinaire ce qui se passe. Ça a donné le temps au cerveau de se libérer de toutes sortes de petits déchets qui nous obstruent les pensées. Et en même temps, moi, je trouve que ça applique le principe de spaced repetition. Je sais pas trop c'est quoi en français, celui-là, mais bon, ça donne un peu d'espace. On oublie des petites choses et on revient. Et apparemment, c'est ce que les chercheurs disent. Moi, je le perçois pas, mais notre cerveau le joue 20 fois plus rapidement pendant qu'on se repose. Et c'est absolument magique. J'oublie toujours de le faire moi-même, mais quand j'y pense, ça fonctionne à chaque fois. Vraiment intéressant. Puis je vais mettre, je suis un fan moi-même du Huberman Lab podcast complètement. Je vais mettre le lien, je vais trouver l'épisode dont tu parles et mettre le lien. L'autre chose à laquelle tout ça me fait penser aussi, c'est l'idée en fait dont j'ai souvent parlé quand je parlais de la mémoire motrice, aussi de l'importance de remettre un peu les tensions à zéro quand on joue. Et ces 10 secondes-là aussi peut être magique aussi pour juste recommencer à respirer comme il faut. Parfois dans des passages difficiles, la respiration est dérangée ou on bloque même parfois, mais juste se remettre un peu, ce que j'appelle, moi, se remettre le corps à zéro là, avant de recommencer à jouer. Donc, 10 secondes, on fait ça et on prend un peu de respiration et sûrement que ça a des bienfaits. Je suis vraiment content, vraiment ravi de ce truc-là. Merci. Peut-être on va continuer. L'enseignement. Mm-hmm.
L'enseignement est excellent. Oui. L'enseignement, 3 petits points. Go René Paul. Oui. Qu'est-ce que tu veux savoir sur l'enseignement? En fait, est-ce que je sais que certains de tes invités ont déjà parlé justement du rôle de l'enseignant, tout ça. Qu'est-ce que tu avais à me dire là-dessus par rapport à ce que tu as entendu avec tes invités? Ah oui, ça pour l'enseignement, en fait, il y a un épisode récent avec Paul Ellison, qui est le prof de contrebasse à Rice University, qui est aussi un prof au domaine Forget depuis des années. Et Paul Ellison, je lui demandais, c'était le but en fait de l'entrevue, je voulais savoir un peu sa perspective sur l'enseignement parce que ses élèves ne tarissent pas d'éloges à son égard, ils gagnent des auditions, ils ont des postes importants. Je me disais, donc, lui, je veux son secret. Et c'est un épisode récent, 126, quelque chose comme ça. Et puis, je demande à Paul, bon, quelle est votre philosophie de l'enseignement? Et sa réponse était absolument extraordinaire et il m'a, si je peux résumer en français, ce qu'il disait, finalement, c'est qu'il enseigne la personne qui est devant lui. Il apprend à connaître cette personne-là, il essaie de savoir les besoins de la personne, comment la personne opère, et puis c'est ça son point de départ. Évidemment, il y a des processus. Il parlait de un certain guide qu'il offre à ses élèves avec des checkpoints, des choses que les élèves peuvent vérifier à chaque jour. Et puis, bon, on a toutes des méthodes comme ça, des méthodes de réchauffement qu'on enseigne, des techniques qu'on aime, peut-être des successions de répertoire, toutes sortes de choses comme ça. Mais cet épisode-là, je trouve que ça nous montre à quel point le secret, c'est pas nécessairement d'avoir un processus établi et parfait qui fonctionne. Mais c'est d'avoir, oui, un processus, mais d'enseigner la personne qui est devant nous en ce moment. Vraiment intéressant. Ce qu'on appelle souvent l'approche réflexive en enseignement, quand on essaye de vraiment comprendre comment la personne comprend aussi en lui enseignant, plutôt que suis-moi, c'est plutôt je vais te comprendre et on va cheminer ensemble. Vraiment intéressant. Et je suis ravi aussi de savoir que ce genre d'enseignement-là, justement, avec entre autres M. Ellison, mène à des postes, des concours, des résultats finalement très probants avec ses propres élèves, là. Oui. Puis, en fait, si je peux me permettre une petite parenthèse, c'est que il y a beaucoup du travail que je fais qui me touche profondément. Et en tant que coach de vie aussi pour musiciens, mais aussi performance coach, donc on travaille beaucoup sur les traumatismes des musiciens. Et il y a beaucoup de ces traumatismes-là qui viennent des professeurs, malheureusement. Et bon, on a enseigné et je comprends qu'on est tous humains, on essaie tous de faire de notre mieux. Mais des fois, il y a des méthodes d'enseignement qui ne fonctionnent pas pour certains élèves. Et je crois que c'est important que nous tous, en tant que musiciens, que notre awareness, je ne sais pas pourquoi ce mot-là m'échappe toujours. Notre conscience, oui. Oui, que nous ayons pleinement conscience du fait que la façon qu'on traite les élèves reste avec eux toute leur vie. Et que, bon, il y a certains clients que j'ai en ce moment que ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas été capables de jouer en concert parce qu'un professeur a dit qu'il n'arriverait jamais à rien. Et puis, ça, c'est des blessures très profondes. Chaque personne va prendre un commentaire de façon différente. Donc, ça ne veut pas dire qu'on cache des choses aux élèves, mais ça veut dire qu'on trouve une façon qui est productive de dire ce qu'on a à dire, qui est toujours en respect de la personne devant nous. Et donc, je trouve que l'enseignement tyrannique, j'espère que c'est quelque chose qui va devenir chose du passé. Parce que ça laisse des blessures profondes, c'est pas nécessaire. Et ça crée une espèce d'ambiance aussi sur le monde professionnel. Donc, si on se promène avec nos petites blessures partout comme ça, on amène ça avec nous au travail et puis ça se perpétue. Donc, il y a vraiment moyen de tirer le meilleur des élèves et de les motiver en étant pleinement... Oui, on peut être autoritaire, mais on n'est pas obligé d'être tyrannique. C'est un mot en français, ça, j'espère, tyrannique. Oui, complètement. On essaie d'éviter. Oui, absolument. Donc, moi, je trouve que c'est absolument important
de trouver une façon de faire passer le message en étant respectueux, en apportant beaucoup de support. Et on peut garder nos... je veux pas dire à un élève, c'est faux, c'est pas grave. Non, c'est pas ça. Mais on peut dire à quelqu'un, bon, on va arranger le petit passage ici, l'intonation, oui. Mais on n'est pas obligé de dire, ben là, toi, là, franchement, oublie ça, là, ton intonation, c'est pourri. C'est pas une façon de faire. Donc, c'est quelque chose que je tiens à cœur parce que je vois à quel point les musiciens souffrent de ces petits traumas-là qui restent avec nous toute notre vie, finalement. Complètement d'accord. Et ma question suivante, c'était sur le développement des jeunes musiciens. Tu as commencé à en parler un peu, mais peut-être qu'on peut poursuivre. Là, on a parlé d'enseignement, mais vraiment, tu sembles avoir eu un parcours très, très... comment dire, non pas modèle, mais ce qu'on veut, c'est des parents comme ta mère pour nos jeunes musiciens. Qu'est-ce que tu as vu, toi? Évidemment, là, tu as parlé de ton parcours chez tes invités. Qu'est-ce que tu as vu dans leur parcours à eux ou peut-être de leur façon, eux, de concevoir comment on peut pousser les jeunes élèves à faire de la musique et à performer, entre guillemets, je déteste le mot, là, à réussir finalement leur projet lorsqu'ils commencent à jouer d'un instrument de musique? C'est une des choses que j'aime le plus des conversations que j'ai avec mes invités. J'ai parti le podcast parce que j'adore discuter de ces sujets-là. Donc, quand je suis avec quelqu'un, j'aime pas le small talk, fait que je me lance toujours dans des choses profondes. Et puis, il y avait tellement de fois où j'étais avec des musiciens extraordinaires et puis je me disais, si mon élève pouvait entendre tel élève avec qui je parlais de ça hier, s'il pouvait entendre la conversation qu'on a en ce moment. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas amener ces conversations-là, non seulement à mes élèves, mais à tout le monde qui pourrait en bénéficier. Et donc, une de mes choses préférées, c'est d'entendre leur parcours dans leurs mots à eux, de pas juste lire ça sur une pochette de disque à quelque part qui sort ou sur leur site web, parce que les histoires sont extrêmement différentes. Donc, on entend des musiciens qui vont parler d'un parcours qui est similaire au mien, et on va avoir quelqu'un comme Tom Hooten, qui est première trompette à l'Orchestre symphonique de Los Angeles, qui me disait que lui, quand il avait fini son bac, si tu avais demandé à ses collègues de classe s'il allait gagner un poste dans un orchestre, qu'il allait un jour se ramasser à Los Angeles, première trompette, que ses collègues de classe auraient dit, ben non, aucune chance, impossible. Donc, on voit tous les parcours. Je crois que il n'y a pas de parcours idéal. C'est de toujours je commence à me répéter un peu comme un vieux disque, mais de se rencontrer où on est. Absolument, les parents, c'est important. Puis c'est pas obligé d'être des parents musiciens. C'est d'apporter un support, peut-être d'être présent, de prendre des notes pendant le cours et de dire, tu sais, ton prof dans telle pièce parlait de ta main droite. Je sais pas ce que ça veut dire, mais est-ce que tu y as pensé? Juste ça, c'est suffisant pour amener une présence. Dans le fond, ce qu'on veut faire comme parents, c'est d'aider les enfants à être présents dans leur pratique. Puis peut-être même d'essayer de rendre ça agréable avec de toute façon, en tout cas, si je me lance dans cette tangente-là, on s'en sortira plus. Mais il y a peut-être des moyens d'avoir des standards très élevés et de rendre les choses agréables aussi. Donc, ça va avec les profs aussi. On peut avoir des standards très, très, très élevés et remettre les pendules à l'heure avec les élèves quand il faut, mais rendre ça agréable et respectueux. Revenons-en au processus. Oui, donc les parents, très importants. Et ensuite de ça, je dirais, il faut vraiment prendre, en anglais, je dirais ownership of our learning experience. Faut vraiment prendre contrôle de notre apprentissage. Un prof ne peut pas tout nous apprendre. Un prof n'est pas parfait. Un prof fait de son mieux, mais on ne peut pas compter sur eux pour tout faire pour nous. Donc, c'est très important premièrement, de faire ce qu'ils disent du mieux qu'on peut, mais d'aller plus loin. De créer des expériences pour nous-mêmes, d'aller voir des concerts, d'aller manger de la bonne bouffe, de lire des bons livres. Tout ça, c'est très important de vivre des expériences.
Et ensuite de ça, de faire un peu la même chose pour ce qui est de notre choix d'école ou du suivi qu'on a finalement. Donc, un bac en performance va nous apprendre toutes sortes de choses, mais quand on va finir avec le diplôme, on n'a pas tout ce qu'il faut pour réussir une carrière. Donc, c'est vraiment Une autre chose aussi, c'est de dire qu'est-ce que je veux. Ça, c'est l'autre problème, je crois, c'est que des fois, on suit le processus qui a été fait par les autres. Donc, OK, je vais aller faire un bac, je vais faire une maîtrise, je vais faire des auditions, je vais gagner une job, je vais enseigner. Mais c'est pas toujours de ça, c'est pas toujours ça à quoi ça va ressembler finalement. Donc, on se demande qu'est-ce que je veux, comment je peux y arriver, quelles connaissances j'ai besoin, et puis un peu de créer notre cheminement, mais de se poser des questions et de porter attention aux réponses. Des fois, les questions, ça amène des réponses difficiles. Donc, on essaie d'éviter ça, mais il faut y aller. Il faut se poser des questions. Il faut chercher les réponses. Et ensuite de ça, vraiment, c'est ça. Prendre le contrôle, finalement. Complètement d'accord. Tu parlais tantôt d'ownership. Le mot appropriation est probablement un mot qu'on entend souvent dans les dernières années, dans tout ce qui est littérature, justement, sur le développement des jeunes musiciens. Les jeunes musiciens vont souvent parler mon band, mes compos. Moi, étant guitariste, j'ai déjà eu des chanteurs-chanteuses que j'étais leur guitariste, donc c'est mon guitariste. Donc, il y a un déterminant possessif pour revenir au français, souvent en avant des termes, puis c'est justement, tu parles d'ownership, c'est souvent un des éléments qui est un élément clé pour la motivation chez les jeunes musiciens, là, qu'ils aient l'impression que leur cheminement leur appartienne, même s'ils ont des adultes qui les aident, tout ça, mais que l'élève puissent prendre des décisions, puissent décider certaines choses. Une recherche, entre autres, assez célèbre maintenant d'un chercheur australien, Gary McPherson, qui avait, entre autres, observé chez une jeune clarinettiste. La clarinettiste, dans son étude, avait travaillé 11 fois plus et une pièce qu'elle avait choisie elle-même par rapport à une pièce qui lui avait été imposée. Et quand il observait, entre autres, comment la clarinettiste pratiquait, dans la pièce qui avait été imposée, c'était les stratégies typiques des enfants. Je fais une erreur, je recommence au début, je m'en fous. Alors que la pièce qu'elle avait choisie, le chercheur avait pu identifier des stratégies de musiciens de haut niveau. Là. Se parler, réfléchir à voix haute, dire les doigtés à voix haute. Il n'y a pas de doigté en clarinette, mais dire des choses à voix haute pendant qu'elle parlait. Donc vraiment, il y a quelque chose là dans cet élément-là, dans ce cheminement-là qui est important. À 100%. Donc, oui. Complètement d'accord. Oui. Le cheminement intérieur est tellement important. Et de ne pas s'arrêter à ce qui a été fait par les autres. Des fois, on se dit, mais non, mais c'est fou ça un peu. Mais si on a une idée puis c'est un peu fou, ben c'est peut-être pas une mauvaise idée finalement. Dans le fond, un peu plus de folie. Bon. On peut pas. J'ai d'autres questions, mais on pourrait arrêter l'entrevue là-dessus aussi. Plus de folie, soyons fous, allons-y. Dernier sujet par rapport à tes épisodes ou ton cheminement, leçons de vie en général. As-tu des invités qui t'ont marqué par des leçons de vie très générales? Je suis convaincu que oui, mais est-ce qu'il y en a en particulier qui ressortent dans ce que tu peux nous parler? Ah oui, il y en a beaucoup. En fait, c'est drôle, il y a toutes sortes de petits fragments qui me viennent de toutes sortes d'épisodes. En fait, oui, je trouve que l'épisode avec Milan, ça a été un de mes préférés. J'aime beaucoup l'épisode avec Jean-François, qui était mon professeur aussi. Et en fait, ce que je pourrais dire, c'est que les choses qui ressortent le plus pour moi, c'est vraiment le fait que ces musiciens-là sont extrêmement curieux. Cette curiosité-là, se donner permission d'expérimenter, de chercher des choses, d'aller à fond, d'échouer des milliers de fois. Je pense que c'est vraiment ce que j'ai trouvé très, très inspirant. Il y a récemment un épisode avec Mary Elizabeth Bowden, qui est une trompettiste, qui voulait partir une
une carrière de solo, mais qui n'était pas certaine parce que, bon, on regarde autour de nous et on se dit, ah, mais ça se fait pas, ça. Et un jour, elle a décidé que, peut-être que ça se fait, j'aimerais ça savoir si c'est possible. Et puis, elle s'est créée une très belle carrière de soliste, vraiment juste avec le désir de voir si c'était possible. Donc, je me dis, si on y allait avec tout ça, c'est un cheminement que je fais beaucoup dans mon propre cheminement de coach de vie aussi et que je transmets à mes clients, c'est que quand on a une idée, si on se donne permission d'avoir cette idée, d'essayer des choses, d'échouer des milliers de fois, de prendre des actions imparfaites, ça nous mène où? En fait, je pourrais dire que mon podcast est un bon exemple de ça. C'est que la première fois que j'ai eu l'idée du podcast, je me suis dit, maudit que ça serait le fun d'avoir un podcast. Puis tout de suite, je me suis dit, non, mais voyons, qui fait ça? Ça se fait pas. Je suis qui? Et puis, mais l'idée restait et puis ça a resté assez longtemps pour qu'un jour, je me suis dit, en tout cas... c'est ça. Peut-être que ça se fait. Mais j'avais toutes sortes d'idées aussi. Je suis pas très bonne avec la technologie. Ça va être beaucoup de travail. Toutes ces choses-là. Puis je me suis dit, en tout cas, je peux faire un Google search de quelle sorte de technologie ça prendrait. Je peux envoyer un courriel à quelqu'un. Puis petit à petit, on accumule l'information. Puis on commence... En fait, l'élément déterminant, c'est que je me suis donné permission d'essayer de voir si ça pouvait se faire. Puis une chose menant à l'autre, 128 épisodes plus tard, c'est possible. Donc, qu'est-ce qui pourrait arriver si on se donnait permission d'y aller pour les petites pensées folles qu'on a, en acceptant qu'il faut essayer des choses, puis qu'on va échouer plein de fois, puis que c'est pas grave? Ça fait 2 fois que tu me réponds qu'on pourrait arrêter là. Juste mettre une belle petite musique de fond. Écoute, évidemment, complètement d'accord. La curiosité, ça, je l'avais remarqué. J'avais adoré, justement, ton entrevue avec Jean-François Rivet, entre autres, sa métaphore de la forêt. Je mettrai dans les liens pour que les gens aient écouté ça. Et cette curiosité-là, on la voit partout, justement. Puis, je dirais, je pense, probablement même... en dehors de tout, en dehors même des musiciens, là, les gens qui réussissent, entre guillemets, qu'on peut admirer, souvent, sont pas des gens qui vont être complètement en mono seulement sur leurs choses. On va voir ailleurs, on regarde, on découvre d'autres choses. Tantôt, tu parlais de films, de bouffe, d'écouter d'autres musiques, d'écouter de la musique qu'on joue pas aussi. Il faut vraiment se nourrir en général. Oui. Et complètement d'accord. Et ça, c'est personnel. Tu disais pour le podcast, je te dirais que j'ai eu le même cheminement aussi, moi aussi. Et quand j'enseigne, entre autres, à mes étudiants, je leur dis souvent, le milieu musical est plein de vide ou de manque à combler. Il y a plein de choses qui n'existent pas dans le milieu musical. Et parfois, il n'y avait pas de podcast. Tu disais, tu n'avais pas de podcast. Il n'y avait pas de podcast en français non plus. Tu vois un manque, tu le combles, tu deviens la personne qui a comblé ce manque-là. Et souvent, là, ça, je le dis à la blague, puis je le dis humblement et à la blague dans les deux. Je peux dire que je suis le meilleur animateur de podcast francophone sur la pratique instrumentale. Il n'y en a pas d'autres. Fait que je pourrais dire que je suis le pire aussi. Oui. mais ça, quand on est le seul, il n'y a pas de compétition et on devient un peu comme l'espèce de première personne qui comble ce vide-là. Donc, cette imagination-là, cette curiosité-là d'aller voir ailleurs, elle est accessible à tout le monde. C'est ce que je veux dire, finalement. Puis, ouais. Puis tu sais, si je peux ramener ça sur peut-être quelque chose de plus concret, puis là, j'ai un fil d'idées. J'espère que je vais être capable d'être assez éloquente pour faire un peu de sens. Mais on a tellement de limites qui sont imposées par nous-mêmes parce que tout doit être parfait. Le rythme doit être parfait. L'intonation doit être parfaite. Oui. C'est sûr que quand on joue avec un bon rythme, une bonne intonation, c'est bien. Mais le problème, c'est quand on a cette attente de perfection-là dans le studio de travail, puisque tu aimes mieux le mot travail, on s'empêche de trouver toutes sortes de solutions. Donc, on se dit, c'est faux, c'est faux, c'est faux. On devient tout crispé. On essaie de pratiquer comme on pense qu'il faut, au lieu de chercher des solutions qui fonctionnent pour nous. Et puis, finalement, les résultats qu'on a, c'est qu'on ne joue pas nécessairement plus juste. Donc, c'est le désir de perfection nous empêche de s'améliorer. Et
il y a un moment où il faut se dire, si j'y vais sans crainte, bon, je m'installe dans la session de pratique, puis on va voir, je vais essayer des choses. Le prof dit de pratiquer le passage de cette façon-là. Ça ressemble à quoi aujourd'hui de pratiquer de cette façon-là? Comment je peux expand on this? Comment je peux élargir ce concept-là puis essayer d'autres choses avec les mêmes principes? Ou moi, si ça me tente de le pratiquer complètement autrement. Et puis, je me donne permission de me tromper, de faire des erreurs que ça ne marche pas et de voir ce que ça va donner. Donc, c'est d'une certaine façon, si on se donne permission de faire des erreurs dans le travail, dans une atmosphère de curiosité, c'est ce que je devrais dire, c'est que je trouve que les musiciens, sur mon podcast, c'est un peu comme des chercheurs, des Sherlock Holmes. Ils veulent trouver des solutions, puis pour trouver des solutions, il faut essayer des choses. Puis quand on essaye des choses, on fait des erreurs. Donc, c'est de se libérer de cette tension-là que tout doit être parfait en tout temps, mais d'être plus comme un explorateur dans le fond. Et à travers ça, on progresse et oui, on devient meilleur. On a plus d'intonation, plus de rythme. Mais c'est ce besoin de perfectionnement-là. Moi, je crois qu'au lieu d'essayer d'être parfait en tout temps, c'est d'aspirer à être meilleur à long terme. De voir, bon, aujourd'hui, je suis ici. Si je m'haïs parce que je suis ici aujourd'hui, ça va pas m'aider. Ça aide pas. Ça ralentit le progrès. Donc, aujourd'hui, je suis ici. On essaie d'atteindre le prochain échelon. Puis ça, c'est un processus qui va durer plusieurs années. C'est un peu comme, dans le fond, d'essayer de se dire « Ah, et que j'ai hâte d'avoir 50 ans, et que j'ai hâte d'avoir 50 ans. » Mais si on en a 25, ben va falloir passer à travers les 25 années que ça prend pour se rendre à 50. Fait que c'est un peu le même processus avec la pratique, c'est que on a tellement de pensées négatives qui sont associées au fait qu'on n'est pas où on voudrait être, qu'on se sabotage dans la salle de travail. Donc, je veux pas dire que c'est correct de jouer, de se dire, ah ben, oh, le rythme, c'est pas grave, puis l'intonation, c'est pas grave. C'est pas ça que je dis, mais le fait qu'on donne tellement d'importance à la perfection immédiate. C'est ça le problème. C'est qu'on voudrait que ça soit parfait immédiatement. C'est là qu'on se donne beaucoup de troubles et que ça ralentit nos progrès. Donc, où on est en ce moment, où on voudrait être, puis se donner le temps, la patience et chercher des solutions avec beaucoup de curiosité, puis essayer d'avoir du fun en même temps, pourquoi pas? Et voilà, tout est dit. Écoute, dernière question, je veux savoir pour toi, René-Paul Gauthier, en tant que violoniste, en tant qu'artiste, tes 3 principales découvertes, peut-être que tu as gardées pour toi-même, pas nécessairement que tu n'as pas partagé, mais qui t'ont vraiment, toi, influencé dans ton propre parcours musical. Définitivement le coaching, et de plus en plus. Et je le dis à tout le monde devrait avoir un coach. J'en ai plusieurs en ce moment. En fait, je commence un autre programme demain. Pour moi, c'est quelque chose qui m'aide vraiment à grandir constamment. Et puis, tout ce cheminement-là que je fais dans le coaching m'aide à grandir comme artiste, absolument. La patience, c'en est un autre. La planification, c'est extrêmement important pour moi. Je trouve vraiment de planifier d'avance, donc de me donner les meilleures chances au succès en planifiant bien. Mais un gros, ça serait d'avoir de plus en plus confiance en mon instinct puis en ma propre sagesse. Donc, de pas nécessairement toujours... Oui, c'est important de lire des livres et de lire des études et d'avoir des données et de chercher plus de connaissances. Mais le problème, c'est que j'avais tendance à chercher les solutions toujours à l'extérieur de moi. Et puis, je me suis rendu compte que quand je ralentis et que j'essaie de voir qu'est-ce qui fonctionne pour moi en ce moment avec la connaissance que j'ai déjà, les réponses viennent. Et puis, ça prend un aspect beaucoup plus personnel. Et en étant quelque chose de personnel, on devient très focusé, on est intéressé, on est engagé. Et puis là, c'est là pour moi que quand je pratique en cherchant des réponses en dedans de moi, là, je m'amuse.
Donc, et bon, c'est sûr que aussi j'ai accumulé beaucoup de connaissances et beaucoup d'expérience à travers les années, mais c'est qu'à un moment donné, il faut faire la part des choses et arrêter de chercher un autre podcast, un autre livre, un autre YouTube vidéo. Le doigté de telle autre personne va régler le problème, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on sait en ce moment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis qu'est-ce qu'on se donne permission d'essayer aussi? Donc, pour moi, ça serait ça. C'est le cheminement personnel dans le coaching, bien planifié, puis aussi de me faire confiance de plus en plus. L'ownership dont on parlait tantôt, l'appropriation, c'en est avec ton dernier exemple, finalement. Oui, tout à fait. Donc, oui, il faut prendre des cours, faut prendre l'information, il faut prendre des connaissances. Mais à un moment donné, c'est nous qu'il faut faire la part des choses, il faut faire le mélange, il faut l'appliquer, il faut l'apprendre, il faut l'assimiler. Et puis tout ça, ça prend du temps. Donc, on se donne du temps. C'était vraiment, vraiment intéressant. René-Paul Gauthier, merci beaucoup. Où est-ce que mes auditeurs, tes auditeurs te connaissent déjà, où est-ce que mes auditeurs à moi peuvent trouver des informations sur toi et ton travail? C'est tout à Mind Over Finger. Mon site web est mindoverfinger.com et je suis là sur Instagram et Facebook et peut-être même bientôt TikTok, mais on va voir. Ça reste à voir. La décision n'est pas finale là-dessus? Non, pas encore. Écoute, merci encore, René-Paul, puis les auditeurs vont trouver toutes les informations pour pouvoir te joindre ou t'écouter et des liens aussi vers les épisodes dont on a parlé finalement au travers de l'entrevue. Donc, encore une fois, merci infiniment. Oh, merci à toi. Je trouve que ton podcast c'est une mine d'or, une mine d'informations pour tes auditeurs. C'est un gros cadeau que tu leur fais et puis tout ton travail est phénoménal. Merci beaucoup, vraiment. Donc, au plaisir de se reprendre bientôt. Merci encore à René-Paul Gauthier pour une rencontre très intéressante. Bien que je vous ai longuement parlé dans différents épisodes de stratégie d'optimisation pour atteindre votre plein potentiel, donc quelque chose de parfois très cérébral, il demeure que pour qu'un musicien ou une musicienne atteigne son plein potentiel, que ce soit par pur plaisir ou dans l'objectif d'en faire une carrière, on doit aussi se préoccuper de la personne qui tient l'instrument. Et je pense que ce que René-Paul a expliqué pendant l'entrevue le représente très bien. Vous trouverez les très nombreuses références qu'elle a données pendant l'entrevue dans les notes de l'épisode et je vous invite évidemment fortement à aller écouter les épisodes de son podcast. C'est donc la fin de mon podcast, la fin de cette deuxième saison de mon podcast. Je commence par remercier, comme d'habitude, mon cher ami Jean-Sébastien Potvin de Vonti Productions pour la post-production de mon balado. Si vous avez des projets musicaux ou vidéos qui ont besoin d'amour sur le plan sonore, c'est lui qu'il faut contacter et vous trouverez ses coordonnées dans les notes de l'épisode. Je termine en vous disant un gros merci d'être encore à l'écoute. Je l'ai déjà mentionné sur les réseaux sociaux, mais je suis toujours très surpris et même touché de voir combien de personnes sont à l'écoute et où dans le monde ces personnes-là se trouvent. Si vous aimez le podcast, je vous invite à aller lui donner une évaluation sur l'application Balado de Apple ou encore mieux, faites-le découvrir à quelqu'un de votre entourage qui pourrait en profiter. C'est toujours le bouche à oreille qui est la meilleure publicité et surtout, selon moi, celle qui fait le plus chaud au cœur. Je vous invite aussi à vous rendre sur mon site musicienstratégique.com pour vous abonner à mon blog, sur lequel je vais être actif en attendant les prochains épisodes. Et justement, d'ici à ces prochains épisodes, je vous dis comme d'habitude, bon travail et prenez soin de vous.